son histoire allait changer à jamais, le jour où la jeune fille misérable trouva un millionnaire gisant dans un terrain vague. La respiration de Chloé Dubois était saccadée, l'effort et l'anxiété pesant sur sa frêle poitrine. Du haut de ses 8 ans, elle scrutait méticuleusement les tas de détritus et de métal rouillé, cherchant désespérément un dernier objet à vendre avant la tombée de la nuit. La fillette savait que le temps lui était compté, sa grand-mère, Monique, avait eu une nouvelle crise, sa pression artérielle capricieuse la tourmentait encore, et leur pécule était insuffisant pour acquérir ne serait-ce que la plus petite boîte de médicaments. Le ciel s'embrasait de couleurs chaudes, mais la splendeur du crépuscule provençal lui était indifférente. L'urgence primait surtout. C'est alors que ses pieds nus, endurcis par des années de marche sur des sols inégaux, heurtèrent quelque chose de souple, une masse inattendue au milieu de la ferraille. Elle baissa les yeux et son souffle se coupa. Un homme gisait là, inerte, vêtu d'un costume sombre. Son visage était couvert de poussière, mais un mouvement lent et régulier soulevait sa cage thoracique. Il respirait. Ses habits, bien que souillés et déchirés, étaient d'une confection manifestement coûteuse, totalement incongrue dans ce décor de misère. À son poignet, un reflet doré capta la lumière déclinante, un éclat puissant qui l'obligea à plisser les yeux. « Monsieur » chuchota T.L., posant une main hésitante sur son épaule. « Monsieur, vous allez bien ?» L'homme laissa échapper un gémissement sourd, une plainte faible qui ne perturba pas le silence ambiant, mais ses paupières restèrent closes. Chloé balaya les environs d'un regard inquiet. Le terrain vague, situé en bordure d'un petit village en Provence, était désert. Après 5 heures du soir, rares étaient ceux qui s'y aventuraient. Le cœur de Chloé martelait violemment contre ses côtes. Son instinct lui criait d'aller chercher de l'aide, de prévenir les secours. Mais une méfiance, acquise au fil d'une vie difficile, lui soufflait que si les voisins le trouvaient, leur première impulsion serait de le voler avant de songer à l'aider. Et son apparence ne laissait aucun doute, cet homme avait de l'argent. « Je vais m'occuper de vous », murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour lui. Elle saisit une vieille bouteille en plastique à moitié pleine d'eau, découverte plus tôt. Avec une délicatesse infinie, elle souleva sa tête et humecta ses lèvres gercées. Ses paupières papillonnèrent avant de s'ouvrir lentement. Des yeux d'un vert clair, troublés et perdus, se posèrent sur elle, la mettant mal à l'aise un court instant. Ou. Sa voix n'était qu'un murmure rauque et éraillé. Sur ce terrain vague, au bout du chemin des peupliers. Vous êtes blessé. Chloé parlait d'une voix basse, l'oreille tendue, à l'affût du moindre son. L'homme essaya de s'asseoir, mais une grimace de douleur crispa ses traits et il porta la main à son crâne. Je ne me souviens de rien. Comment suis-je arrivé ici? Je l'ignore, monsieur. Je viens de vous trouver. Quel est votre nom? Il y eut un long silence. Son regard se voila, comme s'il plongeait dans les abysses de sa propre mémoire. Je ne sais pas. Chloé ressentit une pointe de familiarité dans cette détresse. Pas de la compassion ordinaire, mais la reconnaissance d'un sentiment qu'elle connaissait trop bien, être perdue, sans savoir où aller. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Moi? Il examina ses propres vêtements, ses doigts effleurant la montre en or massif. Je ne crois pas, non. Ce costume ne vient pas d'ici. Vous devez partir avant la nuit, insista Chloé, l'aidant à s'adosser contre un PAN de mur effondré. La nuit, cet endroit est mal famé. Et toi? Tu restes? Que fais-tu là? Chloé marqua une pause. Elle détestait parler de sa vie aux étrangers, mais le regard vide de cet homme avait quelque chose de désarmant qui l'incitait à la confiance. Je récupère des choses pour les vendre. Du métal, du plastique. Ma grand-mère est malade, il faut que j'achète ses remèdes. L'homme la fixa, une lueur indéfinissable dans les yeux. Était-ce de la surprise, du respect, de la pitié? Tu as quel âge? 8 ans. Mais je suis grande, je sais m'occuper de moi. Il fit une nouvelle tentative pour se lever, mais ses jambes flageolèrent et il s'affaissa de nouveau. Je ne pense pas pouvoir aller bien loin comme ça, concéda T.Il., la voix lourde d'épuisement. Chloé scruta le ciel, où les dernières lueurs du jour s'éteignaient. Impossible de le laisser là. Inconnu ou pas, on n'abandonne pas quelqu'un dans le besoin. Suivez-moi, lança-t-elle sur un ton décidé. Ma grand-mère ne sera pas contente, mais il vous faut un toit pour cette nuit.
Je ne peux pas accepter une telle chose. Vous ne me connaissez pas. Je ne connais pas non plus la plupart de mes voisins, rétorqua Chloé avec une logique implacable, lui tendant sa petite main. Quand on voit quelqu'un en difficulté, on l'aide. C'est tout. L'homme prit sa main et, s'appuyant sur elle, se mit debout avec difficulté. Ils marchèrent côte à côte, lentement, sur les chemins caillouteux qui serpentaient en marge du village. Chloé emprunta un dédale de sentiers qu'elle seule connaissait, évitant ainsi les rues passantes et les regards indiscrets. Leur logis était une modeste maison de campagne au fond d'une impasse. Petite, certes, mais propre et soignée, avec un petit potager à l'arrière, témoin des soins attentifs de sa grand-mère. « Mémé Monique !» cria Chloé en approchant. « J'ai ramené quelqu'un. Il a besoin d'aide. » Monique Dubois se profila dans l'encadrement de la porte. Une femme de 68 ans, les cheveux gris noués en un chignon strict. Son regard perçant quitta sa petite fille pour se poser sur l'inconnu qu'elle soutenait. « Chloé, qu'as-tu encore inventé ?» Sa voix trahissait plus de fatigue que de colère. « Je l'ai trouvé au terrain vague, mémé. Il est blessé, il a perdu la mémoire. Je ne pouvais pas l'y laisser. » Monique détailla l'homme. Grand, bien bâti malgré la crasse qui le recouvrait. Ses vêtements suffisaient à raconter une histoire. La montre à son poignet devait valoir une petite fortune. « Comment vous appelez-vous, jeune homme » demanda-t-elle, la méfiance perçant dans sa voix. « Je ne m'en souviens pas, madame. Pas même de mon nom. Vous me prenez pour une idiote ?» Monique croisa les bras sur sa poitrine. « Les gens de votre monde ne finissent pas dans notre décharge par accident. Soit vous avez des ennuis, soit quelqu'un vous en a créé. » Chloé s'interposa, comme un petit bouclier. « Il est vraiment mal en point, mémé. Tu vois bien qu'il a du mal à tenir debout. » Monique laissa échapper un long soupir. Le cœur de sa petite fille était un livre ouvert, et elle savait qu'il ne servait à rien d'argumenter. « D'accord, pour une nuit. Mais si demain matin, votre mémoire n'est pas revenue, vous partirez. Je ne mettrai pas Chloé en danger. C'est tout à fait compréhensible, madame. Et je vous remercie infiniment pour votre hospitalité. » La politesse de son phrasé et la qualité de son langage surprirent Monique. Il y avait une distinction en lui, une éducation qui transparaissait même à travers son amnésie. Le soir, tandis que l'homme dormait sur le vieux canapé, Chloé aidait Monique en cuisine. Le repas était frugal, un simple ragoût de légumes et un peu de viande. Elles partagèrent le tout sans un mot de plainte. « Tu penses qu'il nous ment, mémé » demanda Chloé à voix basse en faisant la vaisselle. « Je l'ignore, ma puce. Mais ce que la vie m'a appris, c'est que lorsqu'un homme comme lui se retrouve dans une situation pareille, c'est que l'affaire est sérieuse. Il a l'air gentil. Les plus dangereux ont toujours l'air gentils, Chloé. C'est pour ça qu'il faut se méfier. » Pourtant, malgré ses propres avertissements, Monique sentait bien que cet homme n'était pas ordinaire. Sa gratitude pour chaque petit service, ses excuses répétées pour le dérangement, et l'émotion sincère qui avait brillé dans ses yeux quand elle lui avait offert une assiette chaude. Tout cela la troublait. Le lendemain, à l'aube, Chloé trouva l'homme dans le jardin. Il contemplait sa montre avec une concentration extrême. Un souvenir ? S'enquit-elle en s'asseyant près de lui. Des éclairs. Des images confuses. Il lui tendit la montre. Regarde la gravure, pour toi, avec tout mon amour, Valérie. Les initiales doivent être les miennes. Nicolas ? Norbert ? Je ne sais pas. Mais Valérie. Ce nom me dit quelque chose. Chloé prit la montre. L'objet était lourd, magnifique, complexe. Il devait valoir une somme folle. Il la regarda dans les yeux. « Chloé, dis-moi pourquoi tu m'as secouru hier. Tu ne me connais pas, je suis un étranger. Pourquoi avoir couru ce risque ?» La fillette garda le silence un instant, grattant la terre avec un bout de bois. « Mes parents sont partis quand j'avais 5 ans, dit-elle finalement, le regard perdu. Mémé dit qu'ils ont disparu. Je n'ai jamais compris. Je me dis que si quelqu'un les avait aidés, ils seraient peut-être encore là. » L'homme sentit une douleur vive lui transpercer le cœur. « Je suis désolé. Ce n'est pas la peine.
Je veux juste dire que quand je vois quelqu'un de perdu, je pense à eux. Et je me dis que toi aussi, quelqu'un te cherche peut-être. Et si ce n'est pas le cas? Il y a toujours quelqu'un, assura Chloé avec la certitude de ceux qui ont mûri trop vite. On ne sait juste pas toujours qui. Monique les appela depuis la cuisine pour le petit déjeuner. Du pain rassis de la boulangerie et un café allongé, servi avec la solennité d'un festin. J'ai pris une résolution, annonça l'homme après le repas. Je vais chercher qui je suis, mais en attendant, je veux vous être utile. De quelle manière? Demanda Monique, dubitative. Cette montre a de la valeur. Je peux la vendre, et nous partagerons l'argent. Hors de question. S'exclama Chloé en se levant d'un bond. C'est votre montre. C'est un cadeau d'amour. On ne vous laissera jamais la vendre. Mais vous êtes dans le besoin. Être dans le besoin ne signifie pas accepter la pitié, coupa Monique avec fermeté. Leur fierté le toucha au plus profond de son être. Lui qui venait d'un monde où tout avait un prix, où l'argent réglait tout, découvrait une autre échelle de valeur. Alors, autorisez-moi à travailler. Je peux bien faire quelque chose. Monique examina ses mains. Des mains lisses, qui n'avaient jamais connu la rudesse du labeur. Mais son regard était déterminé. Sais-tu retourner la terre? Non. Mais je peux l'apprendre. Bien. Tu m'aideras au potager. Et l'après-midi, tu iras avec Chloé au terrain vague. À deux, on est plus efficace. Un sourire illumina le visage de Chloé. Pour la première fois de sa vie, elle ne serait pas seule pour cette tâche ingrate. Les jours suivants s'écoulèrent selon une nouvelle routine, à la fois étrange et apaisante. L'homme, qui avait choisi de se faire appeler Nicolas, montra une capacité d'adaptation remarquable. Ses mains se couvrirent d'ampoules, mais il trouva une satisfaction inédite à s'occuper du potager. Au terrain vague, Chloé devint son professeur, lui enseignant l'art de la récupération. Nicolas était ébahi par la vivacité d'esprit de la fillette, par son talent pour déceler le potentiel là où d'autres ne voyaient que des rebuts. « Tu es vraiment très intelligente », lui dit-il un jour, en plein tri. C'est mémé Monique qui m'a tout appris. Elle dit toujours qu'un pauvre n'a pas le luxe d'être bête. Ta grand-mère est une grande sage. Oui, mais elle est à bout de force. Le visage de Chloé s'assombrit. Des fois, j'ai peur qu'elle me quitte, comme mes parents. Pourquoi penses-tu ça? Je l'entends se plaindre de douleur quand elle me croit endormie. Et parfois, son regard se perd, comme si elle était déjà ailleurs. Nicolas cessa son travail et la regarda. Chloé, n'as-tu jamais envisagé de rechercher tes parents? Comment faire? Je ne sais même pas s'ils sont encore de ce monde. Il existe des services pour ça, des associations qui aident les familles. Ces services sont payants, et nous n'avons pas d'argent. Leur discussion fut brutalement interrompue par des éclats de voix près de l'entrée du terrain. Nicolas et Chloé se dissimulèrent derrière une épave de voiture. 3 hommes en costume interrogeaient un homme du village. Nous sommes à la recherche d'un homme, disait l'un d'eux, tendant une photographie. Disparu depuis une semaine. Forte récompense à la clé. Nicolas sentit son sang se figer dans ses veines. Il n'avait pas besoin de voir la photo pour savoir qu'il s'agissait de lui. Vite! Souffla Chloé en le tirant par la manche. Par ici. Ils s'éclipsèrent par un chemin dérobé. Mais l'esprit de Nicolas était en ébullition. Chloé, je crois qu'on est à ma recherche. Des amis ou des ennemis? Je l'ignore. Mais s'ils sont venus jusqu'ici, ils ne lâcheront pas l'affaire. De retour à la maison, ils trouvèrent Monique assise, le teint cireux, un verre d'eau à la main. Mémé, tu ne te sens pas bien? Chloé se jeta à ses pieds. Ce n'est rien, un simple étourdissement. Ça va passer. Nicolas la dévisagea. Elle cachait quelque chose de plus grave. Madame Dubois, vous devriez consulter un médecin. Et payer avec quoi, jeune homme? Répondit-elle avec un rire sans joie. Le système de santé publique est débordé, et le privé est hors de prix. Je pourrais. Tu ne pourras rien du tout, trancha-t-elle. Je t'ai déjà dit, pas de charité. Mais Nicolas lisait la panique dans les yeux de Chloé. La fillette faisait bonne figure, mais la peur de perdre son unique repère la dévorait.
La nuit venue, alors que Monique dormait, Nicolas parla à Chloé. Il faut que je t'avoue une chose. Les hommes que j'ai vus au terrain vague, ils me cherchaient. Chloé, qui nettoyait une écuelle, s'immobilisa. Tu vas partir? Je ne sais pas. Tout dépend de qui ils sont et de ce qu'ils veulent. Ils te font peur? Nicolas hésita. Oui, il avait peur, d'une peur sourde et inexplicable. J'ai peur pour vous. Peur de vous attirer des ennuis. Les ennuis, on connaît, dit Chloé avec une maturité déconcertante. Ta présence ici nous a rendus plus fortes, pas plus faibles. Même si tu ne sais pas qui tu es. Parfois, l'ignorance est une bénédiction. Elle s'essuya les mains. Mémé dit qu'on juge les gens sur leurs actes, pas sur leurs paroles. Et mes actes, quels sont-ils? Tu cultives notre jardin, tu partages nos repas, tu fais sourire ma grand-mère avec tes histoires. C'est tout ce qui compte. Le jour suivant, des bribes de mémoire assaillirent Nicolas. Des visions de bureaux luxueux, de réunions houleuses, de colonnes de chiffres. Et le souvenir d'une violente dispute. Valérie, murmura-t-il, la main sur sa montre. Tu te souviens? Chloé l'avait surpris. Je crois savoir qui est Valérie. Je pense que c'est ma femme. Dans ce cas, elle doit s'inquiéter pour toi. C'est possible. Ou pas. La réponse énigmatique de Nicolas laissa Chloé songeuse, mais elle n'insista pas. Elle avait le respect des silences et des douleurs cachées. C'est alors que Monique apparut, titubant, s'agrippant au mur pour ne pas tomber. Mémé. Chloé se précipita pour la soutenir. Ce n'est rien, ma puce, juste un vertige. Mais cette fois, le vertige ne passa pas. Monique s'effondra dans les bras de sa petite fille. Nicolas réagit au quart de tour. Il souleva la vieille dame et se rua dehors en appelant à l'aide. Un voisin, au volant de sa vieille Citroën 2CV, accepta de les conduire à l'hôpital le plus proche. Dans la salle d'attente, Nicolas regardait Chloé. Elle était murée dans le silence, mais ses petites mains, jointes sur ses genoux, ne cessaient de trembler. Elle s'en sortira, lui assura-t-il. On n'en sait rien du tout. Ta grand-mère est une battante. Tout le monde a ses faiblesses. La lucidité de Chloé était déchirante. À 8 ans, elle portait le fardeau d'une adulte. Un médecin vint enfin leur parler. Monique était hors de danger, mais devait rester hospitalisée pour une batterie de tests. On suspectait un grave problème cardiaque. Ça prendra combien de temps? S'inquiéta Chloé. Plusieurs jours, au minimum. Quels sont les frais? Demanda Nicolas. Le médecin parut surpris. Elle dépend du système de santé publique, il n'y a rien à payer. Mais les délais pour les examens peuvent être longs. Et si on passe par le privé? Insista Nicolas. Non. Chuchota Chloé, agrippant sa chemise. On pourrait avoir des résultats plus vite, concéda le médecin, mais cela coûterait plusieurs milliers d'euros. Faites-le. Où vas-tu trouver l'argent? Demanda Chloé dès que le médecin eut le dos tourné. Je me débrouillerai. Mais tu n'as rien, tu ne sais même pas qui tu es. Le regard de Nicolas se posa sur sa montre. Un objet magnifique, précieux, chargé de souvenirs. Mais la vie de Monique était plus précieuse encore. Je vais la vendre. Non. S'écria Chloé, bouleversée. C'est un cadeau d'amour. Valérie ne te le pardonnerait pas. Chloé, ta grand-mère est en danger. Une montre n'est qu'un objet. Ce n'est pas qu'un objet. C'est ton seul lien avec ton passé. Nicolas s'accroupit pour être à sa hauteur, et prit ses petites mains dans les siennes. Tu sais ce que j'ai appris, ici avec vous? C'est que notre valeur ne vient pas de ce que nous possédons. Elle vient des gens que nous aimons, et qui nous le rendent. Et si tu oublies tout pour de bon sans cette montre? Alors je me forgerai de nouveaux souvenirs. Avec vous. Les larmes se mirent à couler sur les joues de Chloé. Nicolas la serra contre lui, sentant son propre cœur se briser devant la détresse de cet enfant qui comptait tant pour lui. Je veillerai sur toi, lui promit-il. Quoi qu'il arrive. Si les hommes qui te cherchent sont des ennemis, on se battra ensemble. Nicolas céda la montre à une bijouterie en centre-ville.
La somme fut suffisante pour couvrir tous les frais médicaux de Monique, et même plus. De retour à l'hôpital, le diagnostic tomba. Monique souffrait d'une affection cardiaque chronique. Sa vie n'était pas menacée à court terme, mais elle nécessiterait un suivi médical à vie et un repos complet. Fini les travaux de force, dit-elle depuis son lit. Ne pensez pas à ça maintenant, la rassura Nicolas. Mais comment allons-nous survivre? Chloé ne peut pas s'en sortir seule, c'est trop risqué. Elle ne sera pas seule. Je serai là. Tu ne resteras pas éternellement, Nicolas. Un jour, ta mémoire reviendra, et tu retourneras dans ton monde. Et si je n'en ai pas envie? Monique le sonda du regard. Vous êtes un homme bon, jeune homme, mais votre place n'est pas ici. Un jour ou l'autre, la réalité vous rattrapera. La réalité ne tarda pas à se manifester, et de manière brutale. Le lendemain, alors que Chloé était à l'école communale où Nicolas avait tenu à ce qu'elle poursuive sa scolarité, les 3 hommes en costume se présentèrent à la porte. « Bonjour », dit l'un d'eux. « Nous cherchons un certain Nicolas Lefebvre. » Le nom résonna en Nicolas comme un coup de tonnerre. Un flot de souvenirs déferla, brisant le barrage de l'amnésie. Il se rappela de tout. Nicolas Lefebvre, PDG de l'une des plus grandes entreprises de bâtiments et travaux publics de Paris. Époux de Valérie Lefebvre, père de Manon, 15 ans. Trahi par son meilleur ami et associé, Stéphane Moreau. « C'est moi », dit-il en s'avançant. « Je suis Nicolas Lefebvre. » Le soulagement se lut sur le visage des hommes. « Monsieur Lefebvre, nous étions morts d'inquiétude. Votre famille vous cherche partout. » « Ma famille. » L'amertume dans la voix de Nicolas était cinglante. « Laquelle ? Ma femme, qui me trompe avec mon associé depuis des années ? Ou ma fille, qui lui préfère son portefeuille ? » Les hommes eurent un mouvement de recul. « Monsieur, nous ignorons les détails. Notre mission était de vous retrouver. Votre femme offre une belle récompense. » « Évidemment. Il faut bien qu'on me retrouve pour qu'elle puisse m'éliminer en toute légalité. » Les souvenirs affluaient, la découverte de l'adultère, la confrontation avec Stéphane, le verre au goût suspect, le réveil au milieu des ordures, sans mémoire, sans identité. « Savez-vous comment j'ai atterri dans ce terrain vague ? » « Non, monsieur. Seulement que vous avez disparu après un rendez-vous d'affaires. Un rendez-vous où l'on m'a drogué et laissé pour mort. » L'un des hommes sortit son téléphone. « J'appelle votre épouse ? Elle va être folle de joie. » « Non. » La réponse fut catégorique. « Vous n'appelez personne. Et maintenant, fichez le camp. Monsieur Lefebvre, sauf votre respect, nous ne. Votre travail n'est pas de comprendre, mais d'obéir. Vous m'avez trouvé, votre mission est terminée. Partez. » Une fois les hommes partis, Nicolas s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, submergé par le retour de sa propre vie. Monique rentra en fin de journée. Un seul regard lui suffit. « C'est revenu ? » demanda-t-elle doucement. « Tout est revenu. »« Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je suis perdu. Raconte-moi. » « La vérité. » Nicolas prit une longue inspiration et vida son sac, l'entreprise, le mariage en déroute, l'adolescente distante, l'ami félon. « L'aimes-tu encore ? » demanda Monique. « Valérie a épousé ma fortune, pas moi. Quand les affaires ont prospéré, elle s'est métamorphosée. Et ta fille ? Manon. » Les yeux de Nicolas s'emplirent de larmes. Manon était tout pour moi. Mais elle a grandi, et seul l'argent l'intéresse. Stéphane lui offrait tout ce qu'elle désirait, bien plus que moi. Je crois qu'elle l'a choisi comme père de substitution. As-tu essayé de lui parler ? Des dizaines de fois. Mais comment rivaliser avec quelqu'un qui ne lui refuse rien ? Monique resta pensive un long moment, son regard balayant le petit potager que Nicolas avait aidé à faire revivre. « Savez-vous ce qui différencie l'amour de l'intérêt ? » demanda-t-elle enfin. « Non. »